Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion. Très heureux que vous ayez répondu nombreux, que vous ayez donné des remarques, que vous ayez souhaité venir participer à cette émission. Et nous sommes tout à fait certains maintenant que nous sommes suivis comme nous l'étions il y a quelques années. Bonjour aussi à nos amis de Brazzaville qui nous ont fait la gentillesse de nous appeler là aussi nombreux. Alors je vais d'abord vous présenter les invités qui sont les miens aujourd'hui. Nous avons d'abord Jos Kalenga. Jos Kalenga, bonsoir et bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et vous vous qualifiez de libre penseur. Libre penseur. Très bien. Deuxième invité, Monsieur Balelo Kenge Patrick, bonsoir et bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous êtes plasticien, auteur, chercheur dans le domaine des sciences de l'éducation. C'est bien ça? Absolument. Merci. Ensuite, nous avons Monsieur Bonigaba. Monsieur Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibé. Et enfin, Monsieur Roger Ganzumba. Monsieur Roger Ganzumba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibé. Après vous avoir présenté mes invités, vous avez admiré l'équilibre qui est sur ce plateau, les amis de tous les jours, mais entre eux, deux jeunes, parce que cet enseignement, cette éducation dont nous avons parlé, les concerne en premier. Puisque nous parlons de l'éducation qui englobe l'enseignement, je vais vous inviter d'abord à suivre les propos d'un professeur du secondaire qui parle justement du sujet. Le premier aspect, l'éducation dans le sens d'un foyer, ce n'est pas comme antérieurement. Nos parents avaient l'habitude de nous réunir les soirs, parler, éduquer les enfants. Mais hélas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une modernisation. Donc, nous devons innover, chercher à un peu voir les choses. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je vois un peu du côté enseignement, l'instruction. Donc, il y a un déclin. En comparant les années 60 jusqu'aux années 70, 80, vous trouverez qu'il y a vraiment un écart sur l'éducation de nos enfants. Et c'est ça la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que nous devons léguer à cette génération future? Après l'intervention de cet enseignant, je vais vous proposer les propos du ministre de l'EPSP. Il n'a pas fait dans ce qu'on appelle la langue du bois. Je vous propose de l'écouter. Il faut savoir qu'il y a une loi cadre qui a été signée depuis 2015 qui donne beaucoup de pouvoir aux partenaires, dont les parents, de s'immiscer, de participer, pour mieux parler, de participer à la gestion pédagogique et financière de l'éducation. Et au regard de toutes les réalités du pays et les parents qui tiennent à la qualité de l'éducation, parce que vous devez savoir aussi, vous le savez, que l'éducation ou le niveau de l'enseignement de notre pays a quand même connu quelques problèmes, pour parler de manière positive, pour ne pas utiliser des termes qui peuvent nous décourager, nous diminuer. Beaucoup de parents qui ont fait de bonnes études, parce qu'il faut les reconnaître, ont estimé qu'ils doivent mettre la main dans la pâte. Ils doivent tout faire pour sauver cette qualité. Et avec des partenaires techniques et financiers, ils ont envisagé des mécanismes pour intervenir, pour sauver l'éducation des enfants. Comme vous le constatez, cher ami, les autorités sont conscientes de l'affaire et voudraient relever, ça a été toujours notre souhait, le niveau de l'enseignement primaire et secondaire d'abord, et puis on verra en ce qui concerne l'enseignement supérieur quand on aura l'occasion de recevoir les responsables dans ce domaine-là.
Oui, je crois que le souci d'améliorer notre système éducatif n'a jamais quitté les hauts responsables, depuis toujours. Mais entre le constat, le diagnostic, qui montre qu'il y a nécessairement un travail à faire, et le travail lui-même, il y a tout un monde. Malheureusement, on se rend compte que depuis toutes ces années, on déplore, mais aucune action énergique venant de la part de l'autorité pour effectivement renverser la vapeur. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de se rendre compte. Par exemple, vous avez dit qu'aujourd'hui nous ne parlons pas de l'université, mais on ne peut pas ne pas y penser. Dans les années 60, parmi les 4 universités de premier rang en Afrique noire, il y avait 2 universités francophones, c'était Dakar et Lovanium, et 2 universités anglophones, c'était Ibadan au Nigeria et Makerere en Ouganda. Aujourd'hui, aucune université congolaise, je dis bien aucune université congolaise, ne figure parmi les 150 premières universités africaines. Donc là, manifestement, il y a un problème très sérieux. On ne peut plus continuer seulement à dire oui, ça va pas, il faut qu'on fasse. Il faut le faire maintenant. Il faut passer à l'action, il faut le faire. Merci, Modeste Bonigaba. Vous pensez la même chose, monsieur Ganzumba? Oui, en faisant un peu d'histoire, un peu de rétrospective, je suis attentivement les émissions de Maître Louaka, qui est ministre actuellement en fonction. Il anime une émission dans des télévisions d'autres chaînes. Des télévisions amies. Oui, des télévisions amies, puisque vous êtes le président de l'association. Voilà. Télévision privée. Des patrons des télévisions privées. Il anime une émission Je connais le Congo. Et je crois que, comme avocat, puisqu'il est avocat de métier, il fait bien la motivation. La plaidoirie est fondée sur des éléments probants. Et qu'est-ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit? C'est que, avant 1955, à l'époque coloniale, l'enseignement était un monopole de l'Église catholique pour les Belges. Et ils se sont fait accompagner accessoirement par les protestants qui étaient d'obédience anglophone. Mais quelles étaient les missions de l'enseignement à cette époque-là? D'après moi, c'était l'Église privilégiait la formation du chrétien, puisque c'est l'Église, et puisqu'il avait reçu un privilège de la part de l'État, il essayait d'accompagner l'État colonial dans la formation des citoyens. C'est ainsi que, puisque les objectifs de la colonie étaient de faire des Congolais des auxiliaires, des accompagnateurs des dirigeants, ils ont excellé dans la production des auxiliaires. À l'époque, chez nous, au Bandundu par exemple, le niveau général après les primaires, c'était l'école moyenne. Donc, mais l'école moyenne formait ceux qui étaient, plus tard ça sera le collège de Kinyati, mais principalement c'était l'école moyenne, tout ce qui formait des commis ou bien des auxiliaires de l'administration. Il y avait même une école à Kinzambi qui s'appelait école d'auxiliaires. Donc, c'était bien dit, il ne se cachait pas, il formait des auxiliaires. Alors, vous voyez que le citoyen était voulu par l'administration coloniale et le chrétien était voulu par l'Église en général. Donc, ils se sont évertués à produire des gens qui devaient être bons pour qu'ils aient la qualité et de chrétiens et de citoyens auxiliaires. C'était quelque part une commandite, comme on dit en économie. Donc c'était commandité, c'était voulu comme ça par l'administration coloniale. Mais ce qui se passe en 60,
c'est que nous prenons l'indépendance, l'État est dirigé à partir de Léopoldville, et il n'y a plus de vision, il n'y a plus de commande qui est passée aux formateurs pour qu'on leur produise un type de citoyen. Or, ce n'était plus des auxiliaires qu'il fallait, c'était des décideurs qu'il fallait. C'était des gens qui prennent en commande, en main, la destinée des choses. Ils n'étaient plus accompagnateurs des Blancs qui décidaient, ils devaient eux-mêmes être des décideurs. Et cette histoire-là, si vous regardez dans le détail, c'est que la mission a foiré sur tous les plans. D'abord, parce que sur le plan de citoyens, parce qu'il n'y avait plus de vision de la part du gouvernement des nationaux à ce moment-là, et de la part de l'Église, de toutes les manières, dans les années Mobutu, ont enlevé à l'Église cette formation, tout ça. Et puisque déjà, depuis le changement du gouvernement en Belgique en 1955, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, le Buisseret n'avait plus la même vision que ses prédécesseurs pour ce qui est de la formation du Congolais. Merci pour cet historique. Je vais passer la parole à Jos Kalenga. Vous venez de sortir de l'enseignement supérieur, maintenant vous êtes juriste. Vous qui venez fraîchement de là, comment qualifier notre enseignement aujourd'hui, sans complaisance, sans trop de méchanceté non plus? Merci beaucoup, M. Kibambi. Je veux directement épouser les analyses de M. Gazomba. Je suis tout à fait d'accord lorsqu'il présente les faits tels que nous avions été formés à l'époque pour être des auxiliaires des colons. Et je peux encore ajouter, actuellement, nous avions été formés pour être demandeurs d'emploi chez les expatriés qui viennent au Congo. C'est ça le vrai problème, là où notre système éducatif semble être bloqué, où il est bloqué à ces niveaux-là. Les jeunes qui apprennent aujourd'hui n'apprennent pas toutes les matières qui peuvent faire des indépendants. Déjà des créateurs d'emploi. Des créateurs. Déjà parce qu'on nous motive plus à être de bons élèves pour aller demander de l'emploi au lieu d'être de créateurs d'emploi. À ce niveau-là, on peut comprendre que le système éducatif est fade, parce que ça ne répond plus aux attentes de la République, aux attentes de ce grand Congo que nous voulons construire. Et donc, pour arriver à remédier à cette situation, il faut vraiment une réforme. Bien sûr, certes, il y a eu quelques réformes après 60, mais les réformes n'ont pas touché la racine du problème, là où le problème est logé, là où le problème se trouve. Le problème se trouve de former un nouveau type de Congolais, en commençant d'abord à penser quel est le Congo que nous voulons. Lorsque nous aurons pensé le Congo que nous avons besoin de mettre ensemble, nous aurons à penser quel est le type de citoyen qui doit occuper ces Congos-là. Je pense qu'à ces niveaux-là, nous pourrions maintenant ensemble essayer de voir quel est le système éducatif le plus compatible à notre vision. Voilà un peu ce que je peux dire. Alors, Monsieur Kenge Balelo. Je pense, ce qui est vrai, je ne suis pas assez étonné par rapport à ce que nous vivons, parce que je l'ai toujours dit que depuis la colonisation, on n'a pas à éduquer de gens. On les a déséduqués en masse. Et je ne suis pas étonné de toutes les sales pratiques que nous constatons de nos jours, parce que les gens qui n'ont déjà pas été bien éduqués, parce que quand je parle de l'éducation, je parle de l'éducation dans le sens global. Je ne veux pas m'arrêter dans l'enseignement ou la transmission de l'instruction, qui est la forme et l'éducation qui est de nos jours employée dans nos écoles. Je parle d'éducation dans son aspect global. Ce qui est vrai, le Congolais, depuis la colonisation, depuis la création de ces pays, n'a jamais été bien éduqué. Il a été désaliéné par rapport à sa nature africaine. Aliéné ou désaliéné? Pardon, aliéné par rapport à sa nature africaine. Parce que ce qui est vrai, une éducation, la bonne, elle est censée créer l'individu spirituel, physique, avec toutes les connaissances et aptitudes possibles, concordant par rapport aux réalités sociales auxquelles il se retrouve. Donc, quand on se rend compte que l'éducation ne s'arrête qu'à faire une transmission de savoir-faire, mais tout en négligeant les autres aspects de l'éducation, en les léguant surtout aux gens qui n'ont plus cette capacité de pouvoir remplir ce rôle, entre autres les parents ou l'Église, je ne suis pas étonné de ce résultat. Mais ce qui est vrai, ça m'écoeure quand je constate que
rien n'y est fait. Parce que c'est depuis les années 50, déjà, qu'il y a eu ce type de constat. Même bien avant dans certaines zones africaines. Le Senghor, déjà à l'époque, ils en ont écrit. Ici au Congo, j'ai lu les abbés Ekwa qui en ont parlé à l'époque. Même après eux, il y a eu de gens qui en ont parlé. Il y a eu une tendance de réformettes qui se sont faites dans ce secteur, mais au moment où nous oublions que ce que nous avons besoin, ce n'est plus une réforme, parce que le système est mauvais, c'est plutôt une révolution du système. Quel système auriez-vous Le système. voulu Un système qui doit concorder par rapport à nos réalités, à nos besoins C'est-à-dire, exacts. concrètement? Concrètement, on doit changer complètement le système. D'abord qualitativement parlant, parce que le plus important, c'est d'abord la qualité, et ensuite quantitativement parlant. Nous devions d'abord, premièrement, selon moi, comprendre d'abord c'est quoi l'éducation. Parce que actuellement, avec le Belge, le système que nous avons hérité d'eux, on a pu diminuer le concept éducation en enseignement. L'enseignement est une forme de l'éducation. Mais l'éducation en soi englobe l'enseignement. L'enseignement n'est pas égal à l'éducation. Et qu'est-ce que nous faisions avant qu'ils ne viennent? Nous faisons la vraie éducation. C'est-à-dire? La vraie éducation adaptée par rapport aux besoins de la société. C'est-à-dire C'est-à-dire former un homme dans son esprit, dans le savoir-faire, dans le savoir-être, dans l'être et le savoir. Vous êtes d'accord avec la réflexion Oui, tout à fait d'accord dans la mesure où, effectivement, c'est l'homme complet qu'il faut former. Intellectuellement, Oui, socialement, oui. culturellement? Nous sommes dans un physiquement. monde, malgré les progrès de la technologie, nous sommes dans un monde où chaque nation doit être compétitive. Il faut donc armer les fils du pays de manière à ce que, lorsqu'ils se frottent aux autres, ils puissent être capables de rivaliser. Mais lorsque vous ne tenez pas compte du fait que le monde devient de plus en plus global, mais aussi la compétition est de plus en plus féroce. Vous vous trouvez face à des partenaires ou à des partenaires complètement désarmés. Parce que vos enfants, eux, n'ont pas la même capacité pour se battre avec eux. Et donc, le fait de ne pas tenir compte déjà de cette dimension, mais aussi, comme il l'a dit, de nos réalités de départ, parce que si nous n'avons pas compris où nous sommes, par rapport à d'où nous venons, pour savoir comment, justement, nous insérer dans ce monde-là, de plus en plus dur, eh bien, nous allons passer à côté. Nous devons donc bien nous connaître, savoir quelles sont nos lacunes actuelles, et nous dire, le Congo a vocation à être une grande nation au cœur de l'Afrique, mais aussi au niveau mondial. Et donc, il faut, dès le bas âge, donner les armes, les ambitions à ces jeunes qui grandissent, pour qu'ils grandissent avec cette idée que le Congo a un rôle important à jouer en Afrique et dans le monde. Et passer à côté, ce n'est pas loin de disparaître. Mais, Monsieur Gazumba, votre commentaire? J'ai hautement apprécié ce que M. Balelo a dit, en ce que il a disséqué, il a différencié d'abord l'éducation de l'instruction et il a disséqué les contenus de l'éducation. C'est-à-dire quel genre d'homme il fallait produire, c'est-à-dire celui qui a le savoir-faire, le savoir-être et le savoir lui-même. Le et savoir. le savoir. Alors, quand vous regardez depuis nos origines, avant que le blanc ne vienne ici, l'homme était éduqué comment? Dans le cadre du clan, où on lui enseignait qui il était et qu'est-ce que les clans avaient l'habitude de faire et comment on l'apprenait. On pouvait attendre du Donc, le garçon apprenait essentiellement de son père et la fille apprenait essentiellement de sa mère qui elle-même était encadrée par les us et coutumes, comme on appelait cela. Donc, on était des hommes complets pour vivre dans le clan. Mais une fois que nous avons été amenés à nous déplacer vers la cité, vers la ville, quelque chose, vers l'état moderne,
importés par les Blancs, etc., nous avons perdu nos racines, nous avons perdu les pédales à ce moment-là, parce qu'en ville, nous étions d'abord dépaysés. Les jeunes n'étaient plus formés pour répondre aux aspirations du clan qu'il avait quitté, qu'il ne connaissait même peut-être pas, et l'accès aux exigences de la modernité, donc de l'État tel que les Blancs le voulaient, n'était pas forcément voulu de la même manière pour les gens. C'était à celui qui se pliait le plus, etc., etc. Par conséquent, et puis rapidement, regardez, les 5 ans qui nous séparent de la réforme de l'enseignement vue de la Belgique, c'est pas beaucoup pour que les gens soient à même de répondre aux obligations de l'époque qu'ils vivent. C'est ainsi que, en 1956, lorsque Van Bilsen réfléchit en tant qu'intellectuel au problème du devenir des Congolais, il projette de faire le Congo, les citoyens congolais, dans 30 ans. Donc, pourquoi 30 ans? Il prend le temps que ça dure. L'école primaire, l'école secondaire, l'université, et puis quelques années d'expérience professionnelle. C'est ainsi qu'il situe l'indépendance pour lui aux années 30 à partir de 56. C'est-à-dire en 1956 plus 30 ans, ça nous aurait amené en 86, n'est-ce pas? Ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez que quelqu'un d'intellectuel, de prévoyant, comme l'habitude de le dire Modeste Boningaba, dit, mais ces gens-là, il faut les amener à conduire leur pays. Par conséquent, compte tenu de la carence que nous avons constatée dans ce que nous avons fait ici pendant 80 ans, il faut nous ajouter 30 ans pour pouvoir corriger cette affaire-là. Tout à fait d'accord. Alors vous? Oui, M. Kilombi, je vais maintenant cette fois-ci aller à contre-pied par rapport à ce que venait de dire M. Gazumba et mon cher ami Patrick. Vous savez, nous y sommes déjà en pleine modernité. Nous ne pouvons plus continuer à se leurrer par rapport aux nostalgies du clan, comment est-ce que nous vivions à l'époque sous forme de clan. Maintenant, là, le monde est un village planétaire. Nous sommes tous en train des échanges interculturels. Le monde évolue de cette manière-là. Et encore, une chose, il faudrait encore le rappeler, le plan Van Bilsen de 30 ans. C'est vrai, ceux qui ont vécu à l'époque en 60 peuvent vous dire qu'à l'époque, nous avions besoin de l'indépendance. Si Van Bilsen revenait actuellement pour nous parler de ces 30 ans, pendant que nous vivions les tortures et les mutilations, nous ne serons pas aussi d'accord, comme eux aussi à l'époque. Donc nous ne pouvons pas aussi continuer à se leurrer par rapport à ces plans de 30 ans. Donc comme nous sommes aussi déjà en plein pied par rapport à la modernité et nous sommes déjà matures par rapport aux connaissances, parce que vous le savez bien, M. Kibombi, nous avons des enseignants, des professeurs qui ont étudié à l'étranger, qui ont fait des études avec des amis ou bien avec des mêmes professeurs blancs, ils enseignent aussi à l'étranger. Mais comment est-ce que eux qui vont là-bas, étudier là-bas et enseigner là-bas, ne voient pas ce qui s'est fait là-bas? Donc il y a un vrai problème, d'abord par rapport au type d'homme que nous avions eu à créer et ce que nous voulons faire. Il y a cette marge d'écart entre ce que nous avions produit et ce que nous avons besoin de créer. S'il faut réfléchir comment est-ce que l'homme a été formé pendant que nous étions dans le clan, oui, c'est bon bien, il y avait de valeurs qui étaient préservées. Maintenant, nous devons réfléchir comment remettre en place ces valeurs-là. Comment arriver à créer l'homme que nous avions à l'époque sous forme de clan. Essayer de voir maintenant un nouveau type d'homme avec une mentalité un peu plus ouverte par rapport au monde. Voilà un peu ce que je peux dire. Oui, mais c'est effectivement, bon, c'est très très bien dit. Mais pour savoir où nous allons, encore faudrait-il qu'on sache d'où nous venons. Mais nous sommes trop attardés sur ce constat. Maintenant, pour parler comme M. Boningaba, il faut faire ce saut qualitatif que nous appelons de tous nos voeux. N'est-ce pas? Absolument. Absolument. Moi, je souhaiterais bien ajouter par rapport à ce que M. Joss a dit. À vrai dire, le Belge n'avait jamais eu envie de former des gens ici. Parce que c'est depuis 1885 qu'ils étaient là. Nous avons acquis notre indépendance, parce que c'est une phrase qui a fait tuer Lumumba, du fait qu'il avait pu proclamer que
Ce n'est pas un cadeau de la Belgique, mais c'est quelque chose que nous avons eu par le fruit du sacrifice. Nous avons acquis notre indépendance avec combien de gens formés dans cette vision européenne? Combien de gens? Combien d'universitaires? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pourquoi? Ils avaient le moyen, ils avaient toutes ces capacités de pouvoir faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Mais ce n'était pas dans leur objectif. C'était pas dans leur objectif. Donc, ce qui veut dire, ce projet de 30 ans, je trouve que c'était un leurre, au fait. C'était quelque chose que je ne peux même pas en parler. Mais si je veux encore revenir par rapport à ce qu'il a dit, il n'est pas si mauvais de revenir dans le passé. Parce que pour avancer, on ne peut jamais avancer sans comprendre exactement le problème. Il faudra faire un beau diagnostic. Lorsqu'on comprend exactement le problème qui est là, par exemple ici, nous avons un problème d'aliénation culturelle. Déjà, vous me dites, il y a des professeurs qui sont formés ailleurs. Quand quelqu'un est formé ailleurs, il est formé par rapport au type de société qu'il se retrouve. Un monsieur formé en France, il n'est pas formé pour travailler au Congo, parce que les réalités congolaises seront absolument différentes des réalités françaises. Donc, quand il revient ici, déjà avec tout type d'acculturation qu'il a déjà eu à subir, avec tout type de complexe qu'on a déjà fait acquérir aux Noirs, eh bien, ce monsieur, il se sent 2 fois supérieur aux gens qu'il est censé pouvoir conduire vers le droit chemin. Raison pour laquelle une personne pareille, à mes yeux, est aliénée. Ce n'est pas un intello africain, mais c'est plutôt un intello européen, mais avec une peau africaine. Et une telle personne ne peut jamais faire avancer la société africaine parce qu'il se sentira absolument étranger par rapport à ça. Vous sentirez facilement ces gens. Oui, il ne sera pas accepté parce que... Vous le noir, ils disent régulièrement ça. Oui, vous les et noirs. pourtant, alors qu'il est noir aussi. Alors qu'il est noir aussi. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Donc, faire le diagnostic en partant du passé est très important pour comprendre les vrais problèmes qui ne nous permettent pas de pouvoir aller de l'avant. Et vous me disiez, avant qu'on monte sur ce plateau, que l'éducation, à l'époque, était faite de manière continue. Continue. Et c'est maintenant, si vous avez votre temps de lire les projets de l'éducation de l'avenir, du futur, dans le monde européen ou même américain ou chinois, vous allez vous rendre compte que la tendance va vers cela. Même quand j'ai essayé de survoler le projet Macron, Macron s'efforce à faire une éducation continue. Parce que la science évolue. La science d'hier n'est pas la science d'aujourd'hui. C'est qu'on a appris hier, un monsieur par exemple qui a appris à faire le chant avec sa, comment on appelle ça? Sa houe. Eh bien, il sera absolument déconnecté lorsqu'il se retrouvera devant, par exemple, un tracteur, tel que nous pratiquons aujourd'hui l'agriculture. Or, l'Africain, avec ce type de formation qui est censé avoir un monsieur qui dicte la science, qui semble tout connaître, avec cet esprit-là des dictatures-là, vous vous rendez compte que le savoir qu'il a, il ne se force même plus à l'évoluer parce que son cerveau a été programmé comme ça. Moi, je ne suis pas étonné par rapport à tout ce qui s'est fait parce que nous formons les gens à avoir une pensée unique. Et cela va totalement ne pas nous permettre de pouvoir aller de l'avant. Je n'ai pas compris. Pensée unique, vous avez compris mieux que moi, peut-être. Non, je ne veux pas faire un commentaire sur la pensée, le terme qu'il a utilisé. Le style magistral de l'enseignement. Ah d'accord, d'accord. Vous voulez un enseignement plus participatif? Un enseignement participatif, parce que c'est ça les tendances, c'est ce que nos ancêtres faisaient. C'est ce qui est de bon qu'on peut puiser de nos ancêtres pour pouvoir insérer chez nous. Très bien. Ça, c'est quelque chose de positif parce que même maintenant, dans les sociétés modernes, même en entreprise, il y a la formation continue qui résulte des séminaires, des périodes de formation, les entreprises... Remise à niveau. Remise à niveau, des concepts comme ça. C'est que, quelque part, on pratique déjà la formation continue. Ceci dit, par rapport à ce que le jeune juriste disait, si nous faisons l'histoire, c'est pour arriver à la conclusion que nous sommes dans l'obligation de réformer notre enseignement pour créer le citoyen qui convient à notre État dans cette période que nous vivons. Nous ne faisons pas l'histoire pour le plaisir de nous flageller. Non, nous autoflageller. Nous autoflageller. Nous faisons l'histoire pour que nous sachions, que tout le monde comprenne de la même manière le besoin qu'il y a à réinventer l'enseignement et pour quels objectifs. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais de rappeler que à l'époque, ce que l'homme congolais était bon pour son clan, mais il y avait une façon de faire les choses qui l'amenait à ce niveau-là, et que avec l'arrivée de la colonisation en 1885, on a
on nous a soustrait de ces cheminements pour nous amener dans un autre cheminement. Que nous ne comprenions pas nécessairement. Que nous ne comprenions pas, dont nous n'avions pas maîtrisé les outils non plus. C'est-à-dire que maintenant, vous serez d'accord avec moi que vous avez dit vous-même que les professeurs qui enseignent ici, ils sont formés dans les moules de la société autre que la nôtre. La Chine l'a fait, mais elle s'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. La jeunesse veut l'arracher. On n'arrache pas comme ça la parole sur un plateau de télévision. La Chine l'a fait, mais en gardant un cadre pour adapter les connaissances venues d'ailleurs. Le cadre chinois, la culture chinoise, même la religion chinoise, elle existe. Le shintoïsme, c'est-à-dire que les Chinois ne veulent pas devenir forcément chrétiens pour se développer en Chine. D'accord. Alors vous voyez qu'il y a une nécessité à inventer l'enseignement pour nous donner... Vous parlez des professeurs qui existent, des étudiants qui ont terminé, des jeunes cadres que vous êtes. Mais pourquoi nous déplorons toujours le manque de résultats dans notre société? C'est le constat qui nous fait dire que ce qui est fait n'est pas bien fait. Le diagnostic n'a pas été fait non plus. Monsieur Mbonigaba. Oui, ben je suis heureux d'avoir les deux jeunes co-débatteurs parce que non seulement ils ont un bon niveau qui permet effectivement de nous enrichir mutuellement, mais aussi ils comprennent très bien de quoi nous parlons. Notre ami Balelo a eu raison de dire que il faut, comme nous avons fait plusieurs émissions là-dessus, malheureusement peut-être qu'il n'a pas suivi ces émissions sur la remise en question, parce qu'effectivement il s'agit de cela. Il s'agit de constater que nous avons fait fausse route jusque maintenant et que nous aurions dû, déjà en 60, comme Mabika Kalanda l'a suggéré, nous remettre en question. Pour ne l'avoir pas fait, nous avons en quelque sorte perdu toutes ces années à faire un peu du cabotage sans avoir un cap où nous allons, effectivement, nous savons que c'est ça ce que nous voulons. Donc aujourd'hui, lorsque nous échangeons, c'est pour amener les autres qui nous regardent, qui écoutent, qui eux n'ont peut-être pas encore pris conscience de la gravité de la situation, qu'il est grand temps de réagir et de prendre une fois pour toutes le bon cap. Donc c'est cela l'objet de nos émissions ici, c'est pour cela que nous nous retrouvons. Donc maintenant nous devons peut-être nous demander comment faire en sorte que cette éducation qui est allée un peu à volo puisse revenir sur les fondamentaux et sur le droit chemin. Je crois que c'est de cela que nous devons parler ici. Tout à fait. Et quand vous avez annoncé la poursuite disons, du thème de la fois dernière, je me suis dit, tiens, peut-être ce sera l'occasion maintenant de dire que sur quoi nous devons construire ce nouveau système. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'on a connu. Je me souviens par exemple que quand on était aux humanités, c'est-à-dire la décennie 60, les chefferies, donc les collectivités locales, prenaient encore en charge le frais scolaire des élèves, disons, dont les parents n'étaient pas capables de faire face à ces frais-là, mais aussi qui avaient, disons, fait montre d'intelligence. Donc, si nous voulons aujourd'hui construire sur du sol, nous devons déjà montrer que nous n'allons pas sacrifier l'excellence. La formation de masse, pourquoi pas, mais pas au prix de la destruction de l'excellence. Parce que le monde moderne, on a dit que c'est la première richesse d'un pays, d'une nation, ce sont les qualités d'homme. Voilà. Donc, si nous perdons de vue que le cuivre, le diamant, le cobalt, tout ça va finir un jour, et que la seule richesse qui va nous rester, ce sera la richesse des hommes et des femmes qui constituent ce pays,
alors à ce moment-là, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. Nous devons donc nous dire, faisons en sorte que les meilleurs d'entre nous, dès le départ, soient repérés et soient suivis de façon oui, ça, c'est important. particulière, sans oublier que les autres aussi doivent bénéficier d'une formation de base. Ça, Mais c'est très important, c'est parce très que important. généralement, il y a cette phrase défaitiste, Yomoto Kubongi Mboka. Quand vous voulez rectifier un peu le tir, oui, un télo, est-ce que c'est toi qui vas... Ça, c'est des phrases qu'il faut extirper, qu'il faut sortir de notre réflexion. Voyez-vous, on n'a plus beaucoup de temps. Chacun va se contenter d'une minute pour essayer de chercher la conclusion. Je vous donne à vous, Balélo. En conclusion, je dirais, on a beaucoup pleuré, on pleurera encore si on n'arrive pas exactement à savoir où nous voulons aller. Parce qu'on passe trop de temps à pouvoir murmurer par rapport à ce que nous constatons. Mais je dirais de manière un petit peu platonique que par rapport à l'éducation future, il n'y a que deux choses dont nous avons plus besoin. Suffisamment de racines et des ailes. Le reste ne serait que superflu. C'est déjà le titre d'une émission, Racines des ailes. Encore une fois, un esprit... C'est tout ce que nous avons regarde besoin. À l'extérieur. C'est tout ce que nous avons besoin. Non, les savoirs n'ont pas de couleur, au fait. Racine, vous voulez dire racine? Par racine, je veux dire, l'éducation doit être en mesure de pouvoir enraciner quelqu'un par rapport à son milieu. D'accord. Et deuxièmement, de zèle, l'éducation devait permettre à ce que l'esprit de gens soit libéré. Ne plus quadriller la pensée de quelqu'un par rapport à une façon de penser, ne plus le conditionner comme ça, mais libérant l'esprit des enfants. C'est ça, les ailes, au fait. Très bien. Monsieur Gazouba. Oui, souvent nous ne désignons pas le coupable. Nous sommes dans une situation, il y a certainement des coupables. Et il y a des accusés. Et les accusés doivent comprendre que ce n'est pas une accusation en l'air, gratuite. Quand on regarde la cotation des universités étrangères, maintenant, les critères pour mettre une université avant une autre, on regarde dans les anciens combien de prix Nobel il y a dans ceci, dans cela, combien de brevets il y a dans telle université ou telle autre a produit. Donc aujourd'hui, nous pensons que aussi si... combien de publications combien de publications de la part de professeurs ordinaires, etc. Puisque c'est ça qui fait qu'on soit titulaire des chaires et ce n'est pas politique, ce n'est pas le résultat d'un certain clientélisme. Donc, c'est cette manière objective d'évaluer et les institutions et les personnes doivent également être intériorisé en ce qui concerne notre pays pour qu'on commence à y voir un peu plus clair. Alors aujourd'hui où nous parlons, tout à l'heure Kalinga avait dit que les universités ne forment pas les gens pour qu'ils soient créateurs d'emplois. Moi, je dirais, la création des emplois ne doivent pas être individualisés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident à un moment donné, parce qu'ils ont le capital, de créer des entreprises et ils auront toujours besoin d'employés venus d'ailleurs. Alors maintenant, ceci dit, aujourd'hui, nous constatons qu'en 60, on l'a rappelé, il y avait 4 universitaires ou 5, en tous les cas moins de 10. Aujourd'hui, il y en a des milliers, pour ne pas dire des millions, mais les résultats ne sont pas là. Donc, on devrait responsabiliser les universités pour dire les gens que vous formez ne donnent pas de résultats. Par conséquent, remettez-vous en question. Parce que si nous nous adressons aux députés, peut-être que pour les législatures qui durent normalement 5 ans, ils n'ont pas le temps de penser très loin, comme Bonigaba a l'habitude de dire, des prévoyants. On ne peut pas demander à tout le monde d'être prévoyant. On l'est de nature. On ne l'est pas. Mais on ne peut pas imposer aux gens d'être des prévoyants. Donc,
Mais si nous nous adressons aux profs d'université, aux responsables des universités, eux au moins ont l'intelligence de percevoir, de comprendre ce que nous voulons dire et de se remettre en question. Commençons par ça, que chaque université fasse le bilan des gens qu'il a mis sur le marché, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quels résultats ils obtiennent, au besoin rappeler certains pour reprendre leur diplôme. Ouais. Non, pour tout simplement se remettre à niveau, parce que quand on est scientifique, on est donc honnête, on se rend compte que, bon, on a perdu la boussole, il faut revenir en arrière. Monsieur Joss, Oui, monsieur Kalenga. Kibambi, vous allez me permettre de conclure tout en ramassant toutes les questions que j'ai pu pointer ici. J'ai bien aimé lorsque monsieur Boningaba parlait de sur quoi nous devons fonder le nouveau système éducatif. Je l'ai toujours dit, monsieur Kibambi, je l'ai rappelé aussi tout au début de l'émission, que notre système éducatif est fade actuellement. Notre système éducatif ne correspond plus aux attentes de notre pays. Donc il faut une réforme profonde. Je l'ai toujours dit aussi en passant. Voyez-vous, monsieur Kibambi, le cours comme les cours de l'éducation civique et morale, le civisme, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves aujourd'hui dans ce cours de civisme? Le civisme aujourd'hui ne permet pas aux enfants ou aux élèves d'acquérir ces sentiments patriotiques, d'avoir le goût d'aimer son pays. C'est ça là où on doit arriver à toucher, parce que les vrais patriotismes se fondent aussi à partir de ce cours-là. J'ai du mal lorsque vous avez un élève qui vient de finir, il peut bien vous relater l'histoire de Bonaparte, il peut bien vous rappeler l'histoire de Pharaon. Est-ce qu'il y aura aussi la même capacité de vous parler de Lumumba, de vous parler de Kimbangu, de vous parler de beaucoup de ces gens-là qui ont fait l'histoire de ce pays? Je ne pense pas, peut-être. Je parle aussi de classement des universités. Quand il y a eu la première publication, j'étais encore sur l'université à l'UNIKIN. C'était aussi pendant l'époque où l'université de Kinshasa avait totalisé 50 ans. Il n'y avait eu aucune manifestation, aucune, monsieur Kibambi, qui rappelait pour nous aider à se ressaisir et à penser qu'est-ce que nous devons faire de l'université. Aujourd'hui, j'ai du mal, peut-être parce que je suis sorti de là, mais c'est que je l'ai laissé là-bas. J'ai vraiment besoin que ceux qui sont encore là-bas prennent conscience de là où va le pays. Merci. Très bien. Cher ami, Oui, je Bonigaba, crois que vous avez soufflé un bon coup là. Oui, oui. Eh bien, parce qu'on est nombreux, ça permet de récupérer. Et nous sommes en train de conclure là. Oui. Et peut-être que c'est une conclusion provisoire. Les téléspectateurs risquent d'exiger qu'on puisse continuer la prochaine fois, parce que le sujet est tellement vaste et intéressant que on pourrait certainement y revenir la prochaine fois. Conclusion intermédiaire. Alors, je dis que la première richesse d'une nation, ce sont ses citoyens, ses ressources humaines, ses citoyens. Et donc, investissons davantage dans l'homme. Si aujourd'hui, comme vient de le dire notre ami Joss, on a l'impression que finalement on reste toujours à la marge, on ne s'attaque pas vraiment à l'essentiel, c'est parce qu'il faut d'abord réformer la société pour la rendre plus exigeante envers elle-même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, le monsieur Kibambi l'a montré comment on dit ici, oh mais c'est pas vous qui allez changer les choses dans ce pays. Donc tout le monde est résigné, tout le monde est prêt à accepter que bon, ça continue comme ça, et ça c'est très grave. Très très grave. Il faut d'abord commencer par redonner confiance à tous les Congolais, qu'ils se rendent compte qu'effectivement, c'est ça notre problème, et que nous devons nous réveiller. Parce que c'est comme si on était endormi. Ah ouais. Si nous ouvrions les yeux et nous voyions le monde tel qu'il est, nous allions découvrir que nous sommes gâtés par la nature. Nous n'avons aucune excuse pour ne pas être parmi les premiers. Tout à fait. Donc, faisons en sorte que, avec nos émissions, mais avec d'autres mécanismes, nous arrivions à ouvrir les yeux de tous les Congolais pour qu'ils comprennent qu'effectivement, ils sont jusqu'à présent endormis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vois mon ami Belelo en train de regarder sa montre. Oui, ça va très vite. Alors peut-être un appel pathétique en direction des enseignants pour rappeler un petit peu ce que
Kalenga nous a dit, qu'est-ce que vous faites pour que les enfants aient envie de vous ressembler? Est-ce que vous y mettez de la passion quand vous dispensez vos cours? C'est très important pour réveiller les enfants et c'est regrettable qu'un enfant qui vient de sortir 2 ans à peine de l'école puisse se dire notre enseignement est fade. Parce qu'il n'y a pas des gens qui les fanatisent par rapport notamment au civisme. On parle de Lumumba comme si on parlait de... Alors que nos amis de l'Afrique de l'Ouest, ça je l'ai remarqué, quand ils vous parlent de Sundiata, ils vous parlent avec fierté, avec responsabilité, avec connaissance, avec fanatisme. En sorte que, quand ils ont terminé le discours, ceux qui les écoutent se disent, véritablement, il faut peut-être suivre Sundiata et les autres, bien entendu. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire la même chose, à vous consacrer à ce devoir sacré qui est d'éveiller, de réveiller ce Congo qui semble dormir sur ses lauriers au point de vue de l'intelligence. Messieurs, je vous remercie. Le débat était houleux. On n'a pas tous été d'accord, mais finalement, on est tombé d'accord sur une chose, il faut qu'on se réveille. Parce que le Congo attend de nous beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois. Bonsoir et bonjour.